Samedi 9 novembre à 13 h partout en Côte d'Ivoire, vous avez choisi RTI 1. Merci et bienvenue. La CEDEAO a décidé de doubler son contingent militaire à Bissau et ils ont prévu d'y envoyer une délégation de 5 chefs d'État le 16 novembre prochain. Ce sont entre autres des résolutions du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu hier à Niamey au Niger, sommet auquel a pris part le président Alassane Ouattara. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO a réitéré lors de ce sommet extraordinaire son soutien au gouvernement d'Aristide Gomez et brandit la menace de sanctions. Le même jour, le Premier ministre Faustino Mbali, fraîchement nommé, a annoncé sa démission. Il dit ne pas vouloir être responsable d'un conflit armé dans le pays. La situation nutritionnelle est mal en point en Côte d'Ivoire. L'Alliance SAN pour la lutte contre la malnutrition décide de tirer la sonnette d'alarme et interpelle les autorités administratives et parlementaires. Elle vient de présenter le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. À suivre dans 20 minutes. Avant de développer ces titres, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans l'après-midi d'hier vendredi 8 novembre 2019 après avoir pris part à Niamey au Niger au sommet extraordinaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la Guinée-Bissau. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs autres membres du gouvernement. Le chef de la CEDEAO était donc à Niamey, comme je le disais, à la capitale du Niger, hier vendredi, un sommet extraordinaire à huis clos pour examiner la situation politique en Guinée-Bissau. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à ce sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, puis il a regagné Abidjan dans l'après-midi. Retour sur ce sommet de Niamey avec notre reporter Viviane Haïm. La CEDEAO, au chevet une fois encore de la Guinée-Bissau, qui est confrontée depuis le 28 octobre dernier à une nouvelle crise politique et institutionnelle après les deux précédentes crises qu'elle a connues en 2012 et en 2015. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est donc réunie ce vendredi 8 novembre à Niamey au Niger en une session extraordinaire convoquée en urgence par le président en exercice de l'organisation, le président du Niger, Mahamadou Issoufou. 7 chefs d'État étaient présents, dont le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. On se rappelle qu'au cours de ses 2 mandats à la tête de la CEDEAO de 2012 à 2014, le président de la République, Alassane Ouattara, avait eu la lourde charge de gérer une crise politique en Guinée-Bissau, en l'occurrence le coup d'État survenu dans ce pays en 2012. Le règlement de cette crise par la CEDEAO a connu une issue favorable avec la tenue d'élections démocratiques dans ce pays en 2014. En 2015, la Guinée-Bissau était à nouveau plongée dans une crise institutionnelle avec le limogeage par le président José Mario Vaz du Premier ministre Domingo Pereira, issu de la majorité parlementaire. Le règlement de cette deuxième crise politique devait s'achever avec la tenue de l'élection présidentielle prévue pour le 24 novembre prochain, mais depuis le 28 octobre dernier, la Guinée-Bissau est à nouveau une fois de plus victime d'une nouvelle crise politique avec le limogeage par le président José Mario Vaz du Premier ministre Aristide Gomez, issu lui aussi de la majorité parlementaire. Cette nouvelle crise politique qui survient vient remettre à plat tous les efforts déployés par la CEDEAO depuis 2015 pour la sortie de crise en Guinée-Bissau, a déploré le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, à l'ouverture du sommet. C'est le 28 octobre 2019, quasiment à la veille de l'ouverture officielle de la campagne pour l'élection présidentielle, que, contre toute attente, le président de la République a pris un décret pour démettre le Premier ministre et son gouvernement pour nommer un membre de la minorité parlementaire au poste de Premier ministre. Cette double décision, aussi surprenante qu'incompréhensible, nous ramenait en 2015, rejetait l'élection présidentielle au calendrier grec et créait ainsi les conditions d'une instabilité avec une menace sur la paix dans le pays.
La situation qui en a résulté était inacceptable pour la majorité parlementaire bissau-guinéenne. Elle était aussi pour la CEDEAO, qui s'était beaucoup investi depuis plusieurs années pour la restauration de la paix et la stabilité dans ce pays frère. Et comme pour signifier clairement la position de la CEDEAO, le président en exercice, Mahamadou Issoufou, a fermement condamné cette nouvelle crise politique. La Guinée-Bissau, un État membre de notre communauté, vit actuellement une situation de crise politique et institutionnelle grave, avec des conséquences désastreuses pour ce pays et pour notre sous-région. La CEDEAO s'est déjà beaucoup investie depuis 2015 pour y soutenir la normalisation sociopolitique et garantir la paix et la sécurité. Notre sommet doit envoyer aux protagonistes un message clair. La CEDEAO ne peut tolérer, pour quelque raison que ce soit, la déstabilisation d'un État membre. Après les discours d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement, au terme de leur concertation, ont exigé la démission immédiate du nouveau Premier ministre nommé par le président José Mario Vaz, menace assortie de sanctions. Ils ont aussi décidé du maintien de la date du 24 novembre pour le premier tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Ils ont décidé de l'envoi d'une mission des chefs d'État en Guinée-Bissau le 16 novembre prochain, comprenant les chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, pour informer le président bissau-guinéen, absent des délibérations, des décisions arrêtées par la conférence des chefs d'État, l'organe suprême de la CEDEAO. Et la menace a porté fruit. Sur place en Guinée-Bissau, le chef du gouvernement nommé par le président il y a une dizaine de jours a démissionné. Il ne voudrait pas être responsable d'un conflit armé dans le pays. La CEDEAO avait lancé mercredi un ultimatum à son gouvernement, la démission ou des sanctions. Le Premier ministre Aristide Gomez, en poste auparavant et limogé par José Mario Vaz, reste soutenu par la communauté internationale. La CEDEAO a décidé de doubler son contingent militaire à Bissau, ainsi que nous l'a dit à l'instant notre reporter Viviane Haïm. La paix en Guinée et Bissau, mais également dans tous les pays africains. Après les étapes du Libéria et de la Sierra Leone, la commission de consolidation de la paix de l'ONU est en Côte d'Ivoire. Lors de la séance de travail que la délégation de diplomates a eue avec le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, il a été question de sécurité, de cohésion sociale et de réconciliation. Michel Digré était témoin de la rencontre pour RTI. C'est la troisième étape de leur tournée dans l'Union du fleuve Mano. Les membres de la commission de la consolidation de la paix de l'ONU sont en Côte d'Ivoire après le Libéria et la Sierra Leone. Une mission pour se faire une idée du climat social et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano a rassuré la délégation onusienne. Je sais que 2020 inquiète certains. Je sais qu'on peut avoir le sentiment que l'atmosphère est tendue en Côte d'Ivoire, vue de l'extérieur, mais vous pourrez constater que quand vous vous promenez dans les rues d'Abidjan, l'atmosphère est plutôt détendue, même s'il fait chaud, mais que peut-être que ce sont les échanges entre les acteurs principaux qui donnent ce sentiment d'une atmosphère tendue. Mais ce n'est pas entre les populations. Et dans les quartiers, il n'y a aucune tension. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays libre. Si vous en avez l'occasion, je vous invite à circuler dans les quartiers populaires, et vous vous rendrez compte que ce ne sont pas des propos de circonstance que je vous tiens, mais que la décrispation et que la cohésion sociale est réellement en construction et en devenir. Le chef de la délégation a traduit la volonté de l'organe onusien à accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus de consolidation de la paix. La communauté internationale est prête à soutenir la Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur nous. La paix, la sécurité et le développement sont des éléments cruciaux pour la démocratie dans la région. La commission de consolidation de la paix a été créée conjointement en 2005 par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Elle a pour but de proposer des stratégies intégrées pour la consolidation de la paix et le relèvement post-conflit.
L'environnement des jeux de hasard est en perpétuelle mutation. Le secteur en Côte d'Ivoire doit donc s'y accommoder. Le projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire a donc été voté cette semaine par les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, une autorité de régulation des jeux sera mise en place pour assainir le secteur. 5000 points de vente de loto ghanéens, 500 sites internet de paris en ligne identifiés en Côte d'Ivoire et foisonnement des casinos et machines à sous, des activités qui échappaient à un contrôle strict de l'État. Bientôt la fin de ces jeux illicites et clandestins, la nouvelle loi s'inspire des pratiques les meilleures dans le monde. Des textes nouveaux qui encadrent mieux l'activité. Ce réajustement du dispositif relatif aux jeux de hasard procède également de la légitime nécessité pour l'État d'accroître son contrôle sur le secteur des jeux par l'adoption de mesures vigoureuses contre les opérateurs de jeux peu scrupuleux. Le projet de loi proposé vise en outre à permettre à l'État d'assurer son devoir régalien de protection de la population, en particulier les mineurs et d'autres catégories de personnes vulnérables. Cette activité illicite des jeux fait perdre 1,3 milliard de francs CFA à l'État. Un terreau fertile pour le blanchiment d'argent, un préjudice économique à rétablir. L'ONACI, c'est le concessionnaire. Beaucoup d'autres acteurs qui sont sur le terrain, dont certains sont installés de façon illicite. Donc la nouvelle loi dont on vient de se doter va permettre justement de lutter contre l'installation abusive de ces personnes qui mènent des activités qui peut poser des problèmes en fait au niveau de l'équilibre financier de la LONASI. Désormais, les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent pas participer aux jeux de hasard. Les casinos et établissements de machines à sous interdits aux moins de 21 ans. Autant de mesures dans la nouvelle loi adoptée à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. La loterie nationale, de 2016 à 2018, elle a basé pour près de 20 milliards au budget de l'économie nationale. Elle mérite d'être protégée. Il faut se doter des lois efficaces qui puissent réguler des secteurs aussi importants que le jeu des hasards. Toutes les structures encore dans l'illégalité doivent se conformer au présent texte après son adoption en plénière et sa promulgation. Ils auront 12 mois pour le faire. Une autorité de régulation du secteur sera créée pour veiller au respect de ce nouveau cadre juridique. Compte rendu signé Kolo Okoulibaly. À quelques mètres du Parlement se trouve le temple de Thémis où je vous emmène à présent. La Cour d'appel d'Abidjan a effectué hier sa rentrée judiciaire après 2 mois de vacances. L'audience solennelle de rentrée a vu l'installation des magistrats nouvellement affectés à la Cour d'appel et au parquet général près la dite cour. Ils sont au nombre de 17, dont 4 femmes. Le point de cette rentrée avec Éric Gorebi. Les populations ivoiriennes ont affiché leur présence massive à cette rentrée judiciaire de la Cour d'appel d'Abidjan. L'année judiciaire, qui a débuté le 1er octobre 2018, a pris fin le 30 septembre 2019. Le procureur général a fait le point de ses activités, rappelant que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un nouveau code pénal en juin 2019. Après 38 années d'application de l'ancien code pénal, le nouveau code apporte une réponse aux comportements antisociaux. C'est pourquoi le procureur général prévient. Des personnes s'en prennent parfois aux structures sanitaires, au personnel, parce qu'un malade n'a pas été soigné ou parce que quelqu'un serait mort dans un hôpital. On a vu également certains comportements contre les sapeurs-pompiers dont les véhicules sont caillassés. On a vu des comportements aussi d'élèves, d'étudiants qui, parce qu'ils, je l'ai dit, veulent aller plus vite en congé, perturbent l'école. Tous, la peine prévue par l'article 186 du nouveau code pénal, c'est entre 5 et 20 ans et entre 500 000 et 5 millions de francs d'amende. Lébry Léonard a aussi engagé les magistrats placés sous son autorité à intensifier et à élargir les poursuites en matière d'orpaillage clandestin et à donner des résultats concrets. La rentrée judiciaire de la Cour d'appel d'Abidjan a enregistré également des prestations de serment de nouveaux magistrats. À ceux-ci, le premier président leur a demandé d'accomplir leurs tâches en toute indépendance. À vous qui venez de prêter serment et de faire ainsi votre entrée officielle dans la grande famille de la magistrature, un seul conseil.
Souvenez-vous en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances des termes de votre serment et efforcez-vous d'y rester fidèle. L'année judiciaire 2018-2019 étant close, la reprise des travaux pour l'année judiciaire 2019-2020 démarre. Tout l'appareil judiciaire est donc mobilisé pour faire respecter les lois. Eux seront face à la justice et paieront le prix des activités illégales qu'ils mènent. Ils sont trafiquants de drogue, mais la gendarmerie nationale vient de réussir un coup de filet en leur mettant le grappin dessus. 1841 kg de cannabis dissimulés dans 3 pirogues viennent d'être interceptés dans la localité de Moudoukou, un colis qui était destiné au marché de Grand Bassam et de ses environs. On en sait plus avec Abou Sanogo. C'est le fruit de l'opération menée par les gendarmes de la cellule antidrogue du port d'Abidjan à Mondoukou, localité située dans la périphérie de la ville de Grand Bassam. Ces 30 balles étaient dissimulées dans 3 pirogues qui venaient d'accoster. Le flé alerte. Ces gendarmes à l'ouverture se rendent à l'évidence, car en lieu et place de la friperie, ils découvrent du cannabis dont le poids est estimé à 1841 kg, soit environ 2 tonnes de stupéfiants. Notons que depuis le début de l'année 2019, ce sont 3110 kg de cannabis qui ont été saisis par les cellules de lutte contre la drogue de la gendarmerie nationale. On prend maintenant la direction de Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Là-bas s'est tenue récemment la journée du géomètre expert autour du thème « Le géomètre expert, maillon essentiel de la chaîne foncière de Côte d'Ivoire ». Une initiative de l'Ordre des géomètres qui visait à se rapprocher des populations rurales de la Maraoué et du Haut-Sassandra afin de les instruire sur les mécanismes d'acquisition de terres. Connaître la profession de géomètre expert afin de maîtriser les questions relatives au foncier rural. La question est au centre de cette rencontre, ici à la préfecture de Daloa. L'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire rencontre autorités et populations des régions du Haut-Sassandra et de la Maraoué. Nous sommes à la première édition de l'OGCD, la journée du géomètre expert. Ceci répond à l'opérationnalisation de notre nouvelle politique de régionalisation. Anciennement, tous les géomètres experts étaient installés au niveau de la capitale politique. Donc il fallait rompre avec cette habitude parce que lorsque les populations avaient besoin des géomètres, ils n'avaient pas la possibilité d'accéder à ces géomètres. C'est le géomètre qui réalise l'état des lieux pour le lotissement. C'est le géomètre qui fait l'implantation pour les lotissements. C'est le géomètre qui également détermine les caractéristiques techniques des parcelles pour en faire un dossier technique qui va permettre d'entrer dans l'accès à la propriété. Procédure d'approbation d'un lotissement, lotissement d'une parcelle appartenant à l'État, l'ACD, arrêté de concession définitive, politique nationale du foncier. Bref, à cette rencontre, toutes les équivoques à la base des conflits fonciers ont été levés. C'est toujours tel qui a fait ceci, tel qui a fait cela, et ce n'est pas souvent bien. Donc je souhaiterais que votre passage ici puisse mettre de l'ordre dans le domaine foncier. Nous venons de recevoir aujourd'hui les vrais géomètres en experts. Donc c'est une joie pour nous. Nous voulons que cela continue dans les années à venir pour qu'il y ait la paix dans notre région, dans les lotissements surtout. Le géomètre expert maillon de la chaîne foncière en Côte d'Ivoire, c'est le thème de cette première édition de la journée du géomètre expert, une journée que les initiateurs entendent organiser dans toutes les régions afin de tenter de mettre définitivement fin au conflit foncier en Côte d'Ivoire. À l'occasion, les géomètres experts officiant dans la zone de Daloa ont été présentés aux populations. Cap maintenant sur Yamoussoukro. Kobenan Kwasi Adjoumani, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, y était cette semaine pour lancer le recensement des exploitants agricoles. Une initiative qui vise à améliorer les efforts du gouvernement pour une agriculture forte à travers des données fiables. Kader Sogodogo pour les détails. Je déclare lancé le module principal de l'enquête agricole intégrée dans la région du Bélier et le district autonome de Yamoussoukro. Pendant 4 mois, les agents du ministère de l'Agriculture et du Développement rural vont sillonner le district de Yamoussoukro et la région du Bélier. À l'effet de procéder au recensement 2019 des exploitations et des exploitants agricoles. Cette phase complémentaire insère des modules nouveaux qui vont permettre
de collecter des données plus fiables avec notamment le rendement, la production, les pertes post-récolte, les stocks paysans, etc. Aujourd'hui, c'est de pouvoir faire les modules de base pour que nous puissions maintenant en Côte d'Ivoire avoir un système permanent. Chaque année, on va avoir en sorte des données actualisées. Ici, l'objectif visé reste une meilleure orientation des efforts du gouvernement pour donner au monde agricole une autonomie financière, un meilleur catalogue pour lutter contre la pauvreté dans le monde paysan. Il s'agit donc d'une opération d'une grande importance pour la transformation structurelle de notre économie agricole à travers la création des zones spéciales de production et de croissance agricole appelées agropoles. Le projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier, en exécution ici même à Yamoussoukro, comme un projet test, est une illustration de cette volonté de l'État. La Côte d'Ivoire compte environ 1 400 000 ménages agricoles. Chaque ménage abrite au moins 7 personnes. Des données de 2015 qui seront certainement revues avec des modules nouveaux. Après Yamoussoukro et le Bélier, les autres régions du pays vont suivre. Voilà qui pourrait être une bouffée d'oxygène à la situation nutritionnelle des populations, une situation qui demeure préoccupante. L'Alliance Sun-Côte d'Ivoire pour la lutte contre la malnutrition ne reste pas les bras croisés. Elle tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités. Lors du récent atelier qu'elle a initié, l'Alliance Sun a présenté le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Frédéric Olaï, Franck Quadio. La malnutrition, une des causes de la mortalité infantile et juvénile, surtout en Afrique, s'explique aussi par des carences en fer, en acide folique, en vitamine A et en zinc. En Côte d'Ivoire, des actions de lutte contre la faim sont menées pour améliorer l'état nutritionnel. La Fédération des ONG et l'Alliance Sun Côte d'Ivoire plaident auprès des parlementaires pour légiférer en faveur de la nutrition. Il y a des poches de malnutrition dans toute la Côte d'Ivoire, mais là où il y a des pics, c'est dans le nord, le Boukani, Bouaké et dans les autres régions. Les parlementaires sont le porte-voix du peuple. Et quand il y a un problème dans le peuple, c'est ceux-là qui doivent être informés, sensibilisés afin de voter des lois en faveur de la nutrition. Conscient de la gravité et des conséquences des pathologies liées à la malnutrition, les députés s'engagent à voter des lois relatives à la nutrition et au développement de la petite enfance. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de famine. C'est un pays où on a besoin d'équilibrer, de sensibiliser et de bien équilibrer les repas pour nos enfants. La politique qui va être présentée bientôt au Parlement, nous allons nous assurer que des moyens seront prévus, envisagés pour soutenir toutes ces structures-là qui sont là pour mettre en œuvre cette politique du gouvernement. La mise en œuvre du projet visant à améliorer l'état nutritionnel des populations avec le plan national multisectoriel de nutrition devrait résorber la problématique dans les régions du Nord et du Centre-Ouest fortement touchées. La présidente de l'Alliance Sun Côte d'Ivoire exhorte à privilégier l'allaitement. Une autre situation qui préoccupe en Côte d'Ivoire, la tuberculose. Elle continue de faire des ravages, il faut donc la stopper. Le programme national de lutte contre la maladie est à pied d'œuvre. Il vient d'initier une campagne d'information et de sensibilisation des élèves, et cela à travers une caravane. Nos reporters Théodore Zozo et Franck Quadio ont assisté à l'étape d'un lycée de Yopougon au nord d'Abidjan. C'est la salle des fêtes du lycée Ofumu-Yapo de Yopougon qui accueille la campagne d'information et de sensibilisation sur la tuberculose initiée par le Programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT et ses partenaires. Objectif, informer sur la maladie généralement d'ordre respiratoire afin de lutter contre l'ignorance et sauver des vies. Yopougon est la zone de coordination pour les CAT qui enregistre donc le plus grand nombre de cas. Nous avons initié cette campagne à l'attention des populations scolaires qui ne sont pas elles aussi épargnées de la tuberculose.
Yopougon, seconde étape, est la commune où résident 2643 malades de tuberculose avec 48 élèves infectés sur 21 300 cas enregistrés en 2018 en Côte d'Ivoire. Pourtant, elle dispose de plus de 6 centres antituberculeux sur les 350 que compte la Côte d'Ivoire. Le traitement efficace, disponible et gratuit. Des témoignages, des échanges avec les apprenants ont permis à toute l'assistance d'être mieux informée. Cette caravane vient à point nommé dans la mesure où elle vient pour booster un peu nos activités sur le terrain. Elle vient pour faire une large diffusion de ce que nous faisons à un niveau restreint. Si par exemple je veux éternuer, je me protège le visage avec un mouchoir. Et si je n'ai pas de mouchoir propre, j'éternue dans le coude de mon bras. Selon le conférencier, la meilleure façon de prévenir la tuberculose est d'encourager les personnes qui toussent au-delà de 2 semaines à se rendre dans un centre de santé afin d'effectuer un examen de crachat. En 2016, au plan mondial, 10 400 000 nouveaux cas ont été enregistrés avec 1 700 000 décès. Je vous ramène dans la région du Sud Comoé, cette fois pour parler solidarité et assistance. Suite aux récentes inondations dans la région, Yahou a enregistré environ 500 sinistrés qui ont vu leur domicile ou leur plantation détruite. Le gouvernement se tient à leur côté. Cette semaine, c'est le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui leur a offert des produits pharmaceutiques d'un coût global de 5 millions de francs CFA. Environ 3 semaines après les inondations à Yahou, dans la commune de Bonois, Priska Aboua, mariée et mère de 2 enfants, s'en souvient encore. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous nous sommes réveillés à 5 heures. Déjà, nous voyons que nos locataires étaient en train de faire les bagages. Et eux, c'est depuis 2 heures du matin qu'ils avaient commencé à faire les bagages. Et quand nous nous sommes levés, déjà, tout là était inondé. L'eau était à 1 mètre du sol. Nous n'avons pas pu sauver grand chose. Nous traversons une situation très difficile. Du coup, nous sommes devenus des réfugiés dans notre propre pays, dans notre propre ville. Priska et sa petite famille bénéficient de la solidarité africaine. On ne peut pas la laisser avec ses enfants. Voilà pourquoi on l'a hébergée. J'aimerais que les bonnes volontés viennent à son aide. Yahou présente encore des séquelles. Eau stagnante et environnement pollué par les eaux usées de fosses septiques inquiètent les 500 sinistrés de Yahou, dont 100 sont issus d'Adiaou, localité voisine. Ils font face à la prolifération des moustiques. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de faire un don composé de produits pharmaceutiques et d'équipements pour l'hygiène d'un coût global de 5 millions de francs CFA. Votre présence parmi nous ce matin est sans nul doute le signe de l'intérêt que vous accordez à la population de Yahou et plus particulièrement aux déplacés d'inondation. Nos remerciements vont à l'endroit de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour la promptitude avec laquelle il a apporté son assistance aux déplacés d'inondation du Sud Comoé. Représentant le ministre Eugène Aka Aolé, le directeur de l'Institut national d'hygiène publique a mis à profit la cérémonie de remise de dons pour exhorter les populations à l'entretien de leur cadre de vie. Lors des inondations, il peut arriver que l'eau des toilettes déborde et se mélange avec l'eau des ruissellements qui peut donner des maladies comme le choléra, des maladies comme la typhoïde et bien d'autres maladies diarrhéiques. Nous vous demandons de ne pas oublier de vous laver les mains à l'eau et au savon avant de manger. Après les toilettes, en rentrant chez nous à la maison, il faut avoir l'habitude systématiquement de se laver les mains à l'eau et au savon. Ça évite ces maladies. Une démonstration relative à l'utilisation des produits détergents de 12 degrés et des conseils pour l'assainissement du cadre de vie, des temps forts de cette remise de dons aux victimes des inondations à Yahou.
Un reportage de Ouattara Amadou Walter. Les compositions des concours administratifs session 2019 ont débuté ce samedi. Vous le voyez en image. Ce sont au total 406 concours directs et professionnels pour 14 939 postes budgétaires. Le lancement officiel a été fait à Boaké dans le Gbeke en présence du directeur de cabinet du ministère de la fonction publique. Oka Kwadio Sévérin a exhorté les candidats à la concentration et au travail. Le reportage de Charles Tatou de la station régionale RTI Boaké vous sera proposé ce soir dans le 20h. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes nos équipes, à la rédaction, à l'édition et en régie. Bonne célébration du Maoulid à tous les musulmans et à demain 13h sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.